Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'information sur notre programme d'attestation d'études collégiales en coordination d'événements. Soirée d'information qui a pour but de vous donner l'ensemble d'informations pertinentes sur ce programme et également répondre à vos questions de façon à ce qu'à la fin de l'heure ou l'heure et demie qu'on va passer ensemble, que vous ayez tous les éléments en main pour prendre une décision éclairée, à savoir est-ce que ce programme-là est fait pour vous et est-ce qu'effectivement vous allez décider de faire une demande d'admission suite à la soirée d'information, puisque demain, ce programme-là sera disponible sur le site du SRAM pour que vous puissiez faire une demande d'admission. Alors, je me présente, mon nom est Éric Lapelle, je suis conseiller au Cégep de Saint-Jérôme depuis bientôt près de 10 ans et je suis le conseiller pédagogique responsable du programme en coordination d'événements. Donc, le rôle d'un conseiller pédagogique est de voir naturellement à coordonner le tout, s'assurer qu'il y a des enseignants, qu'ils ont leur équipement et tout. Et je suis également aide pédagogique individuelle. Donc, un aide pédagogique, ce que ça fait au collégial, c'est que ça supporte encore les étudiants dans leur cheminement pédagogique, dans leur parcours. Donc, dans le fond, la décision que vous prenez de vous inscrire à un programme à la formation continue, pour la plupart d'entre vous, ça représente un retour à l'école, un retour aux études. Et donc, moi, en tant qu'aide pédagogique, je suis là pour vous guider à travers ce retour-là au niveau de vos cours, de l'horaire, donc tout ce qui pourrait justement faciliter votre réussite par rapport à votre projet. Et donc, responsable de programme AEC. Donc, ce n'est pas le seul programme dont je suis responsable, mais pour ce soir, c'est celui-ci dont on va parler. Donc, notre programme de coordination d'événements, attestation d'études en coordination d'événements, comme vous le voyez, mis à part le numéro, le type de sanction, les unités, l'information importante dans cette diapo-là, c'est le nombre d'heures. Donc, c'est un programme de 825 heures. 825 heures qui débute au mois d'août, à la fin du mois d'août, à la toute fin du mois d'août prochain, et qui se termine à la mi-juin, juste à temps pour le début de la période estivale, qui est la période forte dans le monde événementiel. Une attestation d'études collégiales, on entend peut-être un peu moins parler. On entend souvent parler des DEC, mais les AEC sont des programmes tout aussi, je dirais, reconnus par le ministère de l'Éducation. Ce sont des programmes crédités, donc subventionnés. Donc, naturellement, vous allez voir au niveau des frais de scolarité tantôt que ce sont des frais de scolarité du même niveau que les étudiants qui s'inscrivent à des DEC au collège. Les AEC ont la particularité, cependant, d'être des réponses concrètes à des besoins du marché du travail. Donc, chaque programme AEC est dédié à une profession ou à un champ de profession. Dans notre cas ici, c'est coordination et planification d'événements. Naturellement, ce que ça nous amène à faire, c'est à développer beaucoup de choses. Les étudiants qui terminent le programme avec nous deviennent des généralistes des événements, donc spécialisés en événementiel, mais généralistes au niveau de tout ce que ça comprend d'organiser, de planifier, de coordonner un événement. C'est pour ça qu'on dit que nous, dans le fond, ce qu'on vise avec les gens qui s'inscrivent à notre programme, c'est de faire en vous, justement, un peu, je dirais, les personnes aptes à être chef d'orchestre d'un événement. Donc, la personne qui permet justement de coordonner les différents aspects, autant financiers, promotionnels, de ressources humaines, au niveau de l'événement. On ne fait pas de vous des spécialistes de chacune de ces sphères-là. Vous ne deviendrez pas comptable avec nous, ni non plus conseiller, conseillère en ressources humaines, mais vous allez voir suffisamment de tous ces éléments-là pour pouvoir justement, autour d'une table de travail, eh bien, guider les partenaires que vous allez avoir, parce qu'un événement, ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe. Et donc, vous, le rôle de coordination du tout et de pouvoir voir à chacun de ces aspects-là. Donc, c'est pour ça justement que dans le processus de travail vers lequel on mène nos étudiants, on parle d'intervention dans le secteur événementiel, en tenant compte des besoins de la clientèle, du type d'événement. Donc, on vous prépare à tout type d'événement, à tout type de clientèle. Naturellement, le marché québécois est celui qu'on regarde le plus. Il y en a qui ont je dirais, des aspirations à l'international, c'est très bien. On a des enseignants, justement, qui s'y connaissent en la matière, mais pour les fins du programme, naturellement, on demeure dans la sphère québécoise. Et donc, naturellement, vous doutez bien qu'au fur et à mesure que notre programme a évolué, il y a des nouveautés qu'on joint au programme, qu'on ajoute au programme. Donc, dans ce cas-ci, quand on parle de type d'événement, vous doutez bien que les dernières années nous ont amené à parler davantage de l'événement virtuel, un peu comme notre soirée d'information, puis habituellement, on la faisait en présentiel. On aurait pu la faire en présence au Cégep ce soir, mais il faut croire que la pandémie a apporté certaines nouveautés dans nos vies et parfois un côté pratique.
à se rencontrer de façon virtuelle. Donc, ça vous permet, tous et toutes que vous êtes ce soir, d'être bien confortablement chez vous et justement de pouvoir assister à cette séance-là, quoique ça aurait été agréable de se rencontrer. C'est la même donne quand on fait de l'événement. Est-ce qu'on le fait virtuel? Est-ce qu'on le fait en présentiel? Des fois, c'est clair comme réponse, des fois, ça pourrait être les deux. Donc, on travaille justement, on a travaillé à bonifier notre programme pour le mettre justement, qu'il suive les tendances événementielles. Et ça, ben, vous doutez que c'est une étude importante des dernières années. Sinon, aider à gérer les ressources humaines, financières, matérielles, promotionnelles, on pourrait en rajouter. Donc, tout ce qui touche, vous savez qu'un événement, il y a des éléments de tous ces ordres-là qui viennent justement qui doivent être coordonnés et gérés. Donc, encore une fois, comme je disais tantôt, vous ne deviendrez pas des spécialistes de chacun de ces aspects-là, mais vous allez être en mesure d'en savoir suffisamment pour pouvoir bien discuter avec une personne spécialisée en RH ou en finance, donc comprendre un budget, même si ce n'est pas vous qui allez avoir la responsabilité du budget. On vous prépare pour être généraliste parce qu'on sait fort bien que si je disais tantôt qu'un événement se fait toujours en équipe, parfois les équipes sont plutôt petites. Et parfois, vous allez être appelé à porter plusieurs chapeaux à la fois. Donc, on vous prépare justement pour être prêt à assumer ces différents rôles-là dans la mesure d'une taille événementielle qu'il nécessite. Communiquer adéquatement à l'aide d'outils appropriés, ben, vous doutez bien que la communication est la colonne vertébrale de ce qui se passe dans une coordination d'événements, pouvoir bien communiquer avec le bon outil. Donc, que ce soit autant des communications verbales en équipe, lors de réunions, lors de sessions de travail, sur les lieux de l'événement, mais que ce soit aussi des communications écrites par le biais de courriel, naturellement, dans toutes sortes de communications, envoyer des demandes de soumission pour des fournisseurs, comment communiquer avec les bénévoles, comment communiquer justement avec des artistes, si votre événement nécessite des artistes. Donc, ces aspects-là sont vus justement pour vous outiller pour tout type de communication auquel vous pourriez faire face. Et intégrer la gestion de risque à ces interventions, bien, naturellement, il faut toujours avoir une pensée pour la santé-sécurité, donc que ce soit au niveau des lieux, au niveau des personnes présentes, des secouristes, de l'accès à des trousses de secours, donc l'équipement dont on a besoin pour voir au premier secours. Est-ce que l'événement comporte des risques en soi? Ceux qui tiennent au courant des nouvelles savent peut-être qu'il y a eu des événements en fin de semaine organisés par Olivier Primo, le propriétaire du Beach Club, et qu'il y a eu des débordements au niveau des personnes qui ont été participées. Donc, il y a des choses qu'on voit dans les événements qui peuvent, tourner moins rondement. Comment on s'y prépare, comment on y réagit quand ça arrive. Pour cet élément-là, bien naturellement, dans la gestion des risques, vous doutez bien que là, les dernières années, si elles ont apporté la notion virtuelle au type d'événement qu'on voit avec vous, au niveau de la gestion des risques, bien, toutes les données sanitaires, les directives sanitaires, la prévention, on est chanceux en ce moment. On est dans une accalmie. On pense qu'on est dans une fin, effectivement, de cette pandémie-là. On va le souhaiter. Mais bien entendu, ça a apporté un éclairage tout à fait nouveau sur ce qu'est l'hygiène et la santé publique lorsque un événement regroupe des personnes. Donc, c'est un élément également dont on a en tête maintenant quand on parle de rassemblement de personnes dans le groupe. Au niveau des attitudes, bien, c'est sûr et certain que le comportement professionnel, et là, ça semble simple à dire, mais vous allez voir que dans le cadre du programme, on définit un peu par des grands thèmes, justement. L'attitude que vous allez démontrer, que nos diplômés démontrent, est souvent leur premier atout. Les compétences que vous développez au niveau du processus de travail sont très importantes. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon CV, un bon portfolio, de pouvoir attaquer le marché du travail au niveau de l'événementiel avec force et confiance. Mais votre attitude, votre savoir-être, votre professionnalisme est ce qui va vous permettre naturellement de vous démarquer, d'apporter votre propre couleur. Vous avez sûrement déjà entendu que, on est engagé pour ses compétences et on est congédié pour son attitude ou une phrase qui y ressemble. Et c'est tout à fait vrai. Vous avez beau avoir les meilleures compétences du marché, si votre attitude n'est pas professionnelle et n'est pas collaborative et qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe dans ce que vous dégagez, c'est sûr et certain que tôt ou tard, ça ne fonctionnera pas au sein d'une équipe et ça signifie à ce moment-là des non-renouvellements de contrats ou des bris de contrats ou des fins d'emploi pour vous. Donc, c'est sûr que tout au long du programme, on porte une attitude particulière, une attention particulière, dis-je, au comportement professionnel. En fait, pour faire ça simple,
La plupart des gens, et j'imagine que c'est votre cas, vous avez déjà des expériences du milieu de travail. Donc, nous, on aime dire à nos étudiants, bien, venez à votre programme d'études comme si vous alliez au travail. Premièrement, on prépare déjà votre travail futur et les comportements professionnels que vous allez, je dirais, démontrer et suivre pendant le programme, ben, seront à ce moment-là des comportements qui vont vous suivre dans le cadre de l'emploi. Donc, si justement il y a des choses à corriger, ben, déjà, ça pourrait être fait pendant le programme. Ce qui signifie, de façon banale, par exemple, je donne un exemple tout simple, une journée où vous ne pouvez pas vous présenter au cours pour une raison X, Y, Z, ben, d'envoyer un petit message à vos enseignants ou à l'enseignant du jour, à vos enseignants, pour les aviser, de façon à ce que l'enseignant n'attende pas votre arrivée avant de débuter son cours ou pour former des équipes pour la journée de travail en classe. Bref, un peu comme on le fait lorsqu'on ne peut pas se présenter au travail. Quand on se présente au travail, on appelle, on avise. Donc, c'est la même chose qu'on demande aux étudiants. Ça, c'est un exemple. Et naturellement, les enseignants, dans le cadre des cours, présentent au fur et à mesure de leurs cours quelles sont leurs attentes à ce niveau-là et quels sont les comportements professionnels sur lesquels ils vont avoir une attention particulière. Par la suite, naturellement, bon, vous voulez probablement vous inscrire dans un programme en coordination d'événements. Vous avez des objectifs à réaliser suite à ce nouveau diplôme-là que vous allez acquérir. Quels sont-ils, ces objectifs-là? À quoi ça peut ressembler au niveau de la profession? Donc, naturellement, le monde de l'événementiel est très large. Le rôle d'une personne qui a des compétences en planification et coordination d'événements peut prendre différents noms dans différents organismes. Donc, c'est sûr que dans le monde municipal, dans les entreprises, les organismes sportifs et culturels, et j'en passe, bon, ben, vous pouvez à ce moment-là retrouver plusieurs appellations différentes que vous voyez ici quelques-unes. Coordinateur d'événements, adjointe à la programmation, planificateur, planificatrice d'événements spéciaux, organisateur. Donc, il y a différents noms, différentes nomenclatures. Vous pourrez très bien également être travailleur autonome et travailleur contrat ou partir votre propre entreprise aussi. Toutes des choses qui sont possibles. C'est un domaine très ouvert au niveau des possibilités d'emploi. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez arriver à votre recherche d'emploi, peut-être est-elle déjà débutée aussi, c'est bon de se tenir au courant de ce qui se passe dans l'événementiel. Ben, vous voyez que le titre du poste que vous allez pouvoir viser pourrait prendre différents noms, différentes appellations selon le milieu que vous approchez ou même selon l'entreprise que vous approchez. Ça, il ne faut pas s'en faire. Et comme nos enseignants du programme sont des gens qui travaillent ou qui ont travaillé récemment dans le domaine de l'événementiel, ben, ils peuvent vous guider naturellement pour mieux s'y retrouver, mieux comprendre. Si vous avez des questions sur une offre d'emploi que vous voyez sur un site de recherche d'emploi, par exemple, ben, vous pouvez très bien la présenter à vos profs pour dire, ben, est-ce que ça c'est dans le cadre de ce qu'on fait nous, ou est-ce que c'est moindre? Donc, quand c'est une moindre responsabilité, naturellement, le niveau salarial va être moindre. Est-ce que c'est plus? On ne prétend pas dans notre programme de former des directrices et des directeurs événementiels. Ce n'est pas notre objectif. Donc, au niveau des formations en gestion, en management, on ne va pas au niveau directeur qui va nécessiter davantage des études universitaires à ce moment-là. Nous, c'est pour ça qu'on est au niveau technique. Je dirais que ce n'est pas une appellation reconnue dans le milieu, mais si on l'avait, on pouvait dire, ben, vous êtes des techniciens et des techniciennes en coordination d'événements, c'est-à-dire des gens qui savent faire agir justement dans un lieu événementiel ou naturellement dans le cadre de la préparation, en support souvent à l'équipe d'une direction événementielle, soit d'une entreprise comme Spectra ou d'une ville, par exemple, où il y a une direction des loisirs et qui aura justement sans doute à ce moment-là une personne au niveau technique pour voir à la sphère événementielle. Si on regarde le type d'employeur, au-delà du type d'appellation, on a naturellement des entreprises privées dans le monde événementiel et on est chanceux au Québec, il y en a plusieurs. Mais naturellement, salles de spectacle, centres de congrès et de conférences, des municipalités, les institutions scolaires et associations touristiques, culturelles, sportives, caritatives. On peut en nommer les chambres de commerce, les fédérations, les différentes fondations. Bref, il y a plusieurs entités qui, un jour ou l'autre, ou de façon régulière, ont organisé des événements, que ce soit parce que c'est dans le cadre de leur raison d'être. Quand on parle d'activités sportives et culturelles, il y a souvent
des événements qui attirent des foules. Les municipalités veulent avoir justement une vie sociale et culturelle, une vie collective, justement, au niveau de la municipalité, avec des fêtes familiales, des regroupements, des fêtes gourmandes, tout type d'événements qui peuvent être organisés. Et naturellement, bien, des entreprises privées, il y en a plusieurs. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont leur propre idée d'entreprise. Le monde de l'événement, malgré la pandémie, demeure très vivant au Québec. Et si je vous dis ça, c'est parce que on a profité de la pandémie. Naturellement, ça a ralenti le rythme. On a eu moins de gens inscrits. Il y a eu une année où on n'a pas donné de programme non plus. Je pense qu'il y avait, on ne peut pas se le cacher, ça, un peu comme la restauration, la pandémie a frappé durement le monde de l'événementiel. Mais lorsqu'on a fait un sondage dans la dernière année auprès des entrepreneurs, des employeurs au niveau événementiel, il y avait un bel esprit de reprise, comme quoi ben, les événements sont là pour rester et ils vont revenir probablement plus fort au cours des prochaines années parce qu'ils nous ont manqué. Je pense que ce que la pandémie nous a démontré, c'est qu'on a besoin de se réunir et besoin de faire des événements. En même temps, on a découvert une autre sphère qui existait avant, mais qui a pris une portée beaucoup plus grande, c'est tout ce qui est virtuel. Et là, à ce moment-là, bien, les gens de l'événementiel nous disent que, bien, une fois la pandémie passée, et on n'est pas encore totalement sorti, on a encore je dirais, les écueils un peu de cette pandémie-là, eh bien, il y aura non seulement reprise d'autant d'événements qu'il y avait avant, mais probablement plus, parce que maintenant, il y aura des événements aussi virtuels. Donc, ça facilite encore l'accès à l'événement pour des gens qui viennent de plus loin, pour regrouper. Naturellement, le mode hybride, comment est-ce qu'on peut faire participer des gens sur place et des gens à distance à un même événement, dépendamment de la nature de l'événement. Donc, bref, le monde de l'événementiel est là pour renaître de façon très positive dans les prochaines années. Et naturellement, ben, nous, ça nous rend heureux d'apprendre ça, non pas de notre propre voix, mais des gens qui travaillent dans l'événement. Donc, les perspectives d'embauche sont bonnes aussi. Naturellement, vous comprendrez que les gens ont perdu du personnel pendant la pandémie et ce n'est pas tout le monde qui y retourne. Donc, il y a quand même de belles perspectives d'emploi au cours des 2 prochaines années qui sont, je dirais, en vue au niveau du monde de l'événementiel. Naturellement, à travers tout ça, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont une idée ou un projet d'entreprise, peut-être à leur propre compte. Vous avez vu tantôt marquer la notion de contractuel, de travailleur autonome. C'est une réalité du marché du travail dans le monde de l'événementiel. Oui, il peut y avoir des emplois, je dirais, stables quand on pense aux municipalités, aux organismes publics, vont parfois offrir des postes comme tels, donc à salaire, salarié, qui vous permet de travailler sur un horaire régulier à organiser des événements pour une association ou une ville ou autre. Mais il y a quand même un bon nombre aussi de possibilités d'emploi qui sont sous forme de contrat. Et là, donc, sous forme de contrat, bien souvent, ça fait de vous, par exemple, des travailleurs autonomes ou encore des travailleurs contractuels. Et bien, et par la suite, une fois que vous avez vos premiers contrats, bien, c'est le jeu, dans le fond, du bouche-à-oreille qui fait son œuvre. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que l'attitude est très importante parce que lorsque vous avez vos premiers contrats, c'est pas seulement vos compétences qui sont observées, c'est votre façon d'être aussi. Et naturellement, si c'est au rendez-vous professionnalisme et compétences techniques, bien, c'est sûr que vous allez être une personne qui va être en demande. Et les gens de l'événementiel, même si c'est très large, ça demeure quand même un monde tissé serré où les gens apprennent rapidement à se connaître et rapidement à se référer les personnes avec qui ça a été agréable de travailler. Donc, un contrat bien réussi pourrait vous entraîner d'autres opportunités de contrat. Donc, il y a un petit côté entrepreneurial dans le monde événementiel qui doit être mentionné. Ce n'est pas un milieu où vous allez avoir systématiquement du 9 à 5. C'est un milieu où, justement, ça prend un certain entrepreneurship pour, justement, ben, vous mettre sur la carte, vous faire connaître. Et notre programme mène à ça. À travers le programme, vous allez voir tantôt, il y a plusieurs occasions où on vous met en contact avec des gens du milieu, avec des événements aussi, pour que vous puissiez, ben, justement, vous faire voir aussi dans quel type d'événement, dans quel type d'organisation vous êtes le plus à l'aise. Et naturellement, bien, par la suite, au terme, comme je vous le disais, le programme se termine avec le début de la période estivale et on termine donc à la mi-juin et on termine le dernier mois du programme par un stage final que vous faites dans un milieu de votre choix, que vous allez avoir trouvé, un milieu de travail lié à l'événementiel. Donc, à partir de la mi-mai,
vous êtes en action dans le domaine, ce qui est en plein le bon moment, justement, où les organismes ont fait leur préparation, ont leurs événements, sont vraiment dans la dernière préparative de leur événement estivaux. Et vous, à ce moment-là, ben, vous arrivez en stage au bon moment pour prêter main forte. Et la plupart de nos étudiants qui performent bien dans leur stage se retrouvent avec souvent un premier contrat à la fin du stage pour poursuivre. Il n'est pas rare, par exemple, que l'événement sur lequel vous allez travailler avec un organisme ou une entreprise lors de votre stage final n'aura pas nécessairement lieu pendant votre stage. Peut-être qu'il a lieu pendant les fêtes de la construction ou pendant le gros du mois de juillet ou même au mois d'août. Et souvent, ben, au terme du stage, ben, nos étudiants se voient offrir justement un premier contrat pour les amener jusqu'à l'événement, pour continuer leur collaboration avec l'événement. Et après ça, bien, c'est le tremplin qu'on souhaite que le stage soit, c'est-à-dire vous venez vers vos premiers contrats et par la suite, naturellement, bien pouvoir débuter votre carrière dans l'événementiel. Quelques caractéristiques logistiques du programme. Donc, 825 heures, je n'ai parlé tantôt. Donc, 13 cours, un stage en milieu de travail à la fin. Il y a un des cours, c'est un cours qu'on appelle un cours journée de stage. Donc, le dernier stage, vous allez vraiment vous trouver un milieu de stage et œuvrer au sein d'une équipe. Lorsqu'on parle de journée de stage, c'est plutôt un cours qui se déroule plus tôt dans le programme et où on vous amène sur des lieux événementiels pour voir l'envers du décor. Un peu comme, et là, vous y allez en groupe. Est-ce que ce sera l'ensemble du groupe de la cohorte? Ça va dépendre du nombre d'étudiants qu'on aura dans la cohorte. Ça pourrait être en demi-groupe pour ne pas être trop nombreux. Et ça permet justement d'aller voir certains événements, voir l'arrière du décor, poser vos questions et en même temps rencontrer des gens. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a bâti le programme. C'est un programme qui peut être offert 2 jours à temps plein. Donc, 5 jours par semaine, entre 8 heures et 18 heures, rassurez-vous, ce n'est pas votre horaire quotidien, c'est bien la plage horaire où le cégep peut placer des cours. Bon, à la formation continue, naturellement, on a souvent à concilier travail, je dirais études et famille, et parfois travail aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont être en mesure de ne pas travailler pendant le programme et de se concentrer totalement sur le programme d'études, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui aura cette possibilité-là et peut-être certains d'entre vous devront travailler. Donc, l'équilibre entre les deux va être important. Donc, nous, conscients de ça, je dirais que les cours débutaient à 8 heures. Si on peut les faire débuter à 9 heures, on le fait. Et si on peut terminer les cours autour de 16h, 16h15, on le fait aussi, sachant qu'il y a peut-être des enfants à aller chercher à l'école ou au CPE. Donc, on essaie. Mais la plage horaire officielle pour le cégep, c'est entre 8h et 18h. Naturellement, au niveau financier, ben, c'est accessible dans ce sens que c'est un programme subventionné. Donc, vous allez avoir des frais de scolarité similaires aux étudiants qui arrivent du secondaire et qui arrivent au cégep. Je vais vous en parler de façon plus précise tantôt. J'ai un tableau à vous montrer avec les différents coûts. Et ben, comme je disais tantôt, la grande majorité des enseignants, ce n'est pas la totalité, sont issus de l'industrie événementielle, en font encore pour la plupart. Donc, on a souvent des chargés de cours qui travaillent à temps partiel avec nous comme enseignants et qui travaillent également sur des événements. Donc, tout ça pour, je dirais, non seulement s'assurer que notre programme est au goût du jour, donc demeure connecté avec ce qui se passe réellement dans l'événementiel, mais aussi pour nous assurer que nos groupes étudiants sont en contact avec l'événementiel. Donc, moi, je me considère chanceux comme conseiller pédagogique parce que j'ai une équipe d'enseignants, d'enseignantes qui n'est pas chiche de ses contacts. Donc, s'ils connaissent des gens qu'ils trouvent bons à vous faire rencontrer, vous faire connaître selon votre profil, selon ce que vous cherchez à faire dans le monde événementiel comme carrière future, ils vont vous aider et ça, c'est un grand plus parce qu'à ce moment-là, ça peut vous mettre en contact privilégié avec des gens qui sont justement des donneurs de contrats ou d'emplois ou des gens qui ont déjà connu. Donc, n'hésitez pas, dès le début du programme ou tout au cours du programme, quand vos perspectives futures par rapport à la carrière que vous voulez faire en événementiel se précisent, vos choix se précisent, vos goûts se précisent, n'hésitez pas à en parler avec les enseignants, l'ensemble des enseignants et des enseignantes, parce qu'il y a peut-être l'un ou l'une d'entre elles qui a un bon contact selon vos aspirations et qui pourra vous le partager. Jusqu'à présent, tout se déroule bien. Personne n'a levé la main ou mis un commentaire, donc je poursuis s'il n'y a pas de questions. Pour vous parler de la séquence du programme. Bon, là, malheureusement, ça peut être un peu petit pour vous. Ceci dit,
j'en parle quand même, j'y vais. Dans le fond, c'est votre grille de cours. Donc, vous remarquez que la grille de cours est séparée en 4 sections bien distinctes, qui sont 4 modules. Pour les AEC, nous n'avons pas de sessions, comme c'est le cas au régulier. Nous avons des modules, mais les modules, c'est un peu comme des mini-sessions. C'est-à-dire, c'est un groupe de cours que vous suivez en même temps et qui se termine. Une fois que ces cours-là sont terminés, on passe au second module. Donc, vous voyez qu'on a un premier module qui débute le 29 août et qui se termine au mois de novembre, dans lequel vous avez 5 cours. Là, vous voyez 5 cours. En réalité, c'est 4 cours parce qu'il y en a un, le premier, pour ceux qui ont les meilleurs yeux et qui voient que c'est marqué AFR numérique. AFR, c'est pour activité favorisant la réussite. Donc, une activité favorisant la réussite, ça prend la forme d'un cours beaucoup plus court. Vous voyez que c'est 15 heures. Là, je vois ici dans la petite case des heures. Est-ce que vous voyez mon curseur? Est-ce que je navigue? Oui, vous voyez. Donc, ici, on a le nombre d'heures ici. Les activités favorisant la réussite, c'est vraiment une pratique. Donc, au niveau numérique, comme il y a beaucoup d'outils informatiques présents dans le cadre justement de l'événementiel, d'autant plus maintenant avec la pandémie et le monde virtuel, il faut s'assurer que tout le monde est à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur, de pouvoir l'ouvrir. Et là, on parle de la base vraiment d'un ordinateur, de pouvoir communiquer, d'envoyer un courriel, de comprendre le système informatique du cégep, parce que si vous faites une demande d'admission, vous allez recevoir des codes d'accès pour ouvrir votre compte Omnivox. On a un intranet au cégep. Et naturellement, bien, ça prend de plus en plus de place, tout ça. Donc, pour s'assurer que tout le monde a une base suffisante en informatique pour s'y débrouiller et naturellement pouvoir suivre les cours et l'échange des documents qui sont faits via nos plateformes numériques. Ça prend un petit 15 heures au début pour s'assurer que tout le monde est là. Donc, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas besoin de ces 15 heures-là. Quoi qu'il en soit, tout le monde est invité à y participer et il n'y a pas d'évaluation dans une activité favorisant la réussite. Ce n'est que de la pratique. Donc, il n'y a pas de stress non plus. Les 4 autres cours, ça, ce sont des cours en bonne et due forme, c'est-à-dire des cours dans lesquels vous allez avoir des évaluations, une note à la fin, naturellement, et la note de passage au collège est de 60 pour chacun des cours. Donc, pour réussir chacun des cours, il faut avoir 60 au total. Et naturellement, pour avoir votre diplôme, il faut avoir réussi l'ensemble des cours. On part une cohorte par année, habituellement. Donc, c'est une information importante parce que si jamais vous échouez un cours, eh bien, naturellement, vous allez devoir reprendre le cours. Et là, contrairement à d'autres niveaux, comme par exemple au niveau des DEP, ou si vous échouez un examen, vous pouvez reprendre l'examen. Au collégial, la règle est différente. Ce n'est pas le même ministère, c'est le ministère de l'Éducation supérieure, donc on n'obéit pas aux mêmes règles. Et s'il y a un échec lors d'un cours, on ne peut pas reprendre l'examen pour passer le cours. Il faut reprendre le cours entièrement. Et donc, ça veut dire revenir avec une prochaine cohorte, souvent l'année suivante. Quoiqu'il y a d'autres cégeps qui offrent le programme, on pourrait voir. Et naturellement, on ne souhaite pas d'échec à personne, mais je le mentionne parce que c'est une information importante qui souvent n'est pas connue des gens qui arrivent aux AEC, que si on échoue un cours, bien, il faut le recommencer au complet. Ce que ça veut dire, ça, c'est dès que vous commencez vos cours, si vous remarquez que quand vous recevez vos premières évaluations, parce qu'on s'entend, ce n'est pas un examen qui vaut 100 et ça passe ou ça casse. C'est plusieurs petites évaluations qui, au total, font le cumul d'un 100 Donc, les premières évaluations que vous allez avoir souvent valent 10, 15, 20 points tout au plus. Déjà, si à ce moment-là, vous n'atteignez pas le 60 ben, c'est déjà un signe qui dit ben, il faut à ce moment-là interpeller vos enseignants, mais interpellez-moi comme aide pédagogique pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour aider davantage à la réussite. Vous allez voir tantôt, il y a quand même plusieurs services qui sont disponibles au cégep dans cette matière-là. Ceci dit, je passe rapidement à la grille de cours pour vous donner un aperçu de l'ensemble des cours. Donc, cours de communication et de service à la clientèle de 60 heures, un cours de gestion de crise et de premiers soins. Ça, c'est en 2 parties. Premier soin, c'est vraiment un cours de premiers soins en région éloignée. Donc, on vous forme justement des pratiques justement de premiers soins qui sont très poussées, qui sont un atout pour vous sur le marché du travail d'avoir cette carte de compétences-là qui est peu répandue et qui est recherchée. Donc, je le dis d'emblée parce que les gens qui auraient déjà une carte de compétences en premiers soins de la Croix-Rouge ou de la Fondation des maladies du cœur, eh bien, il faudra la reprendre avec nous parce que c'est une carte de compétences d'un niveau plus poussé qu'on vous offre chapeautée par la firme Sirius, qui est spécialisée dans ce domaine-là. La gestion de crise, un peu comme je disais tantôt, c'est une partie plus, je veux dire, théorique du cours.
pour voir ben, comment on gère une crise, comment on prévoit ça, comment on identifie les risques. Mais si une crise arrive pendant un événement, ben, quels sont justement les repères qu'on doit avoir et naturellement, de quelle façon doit-on s'être préparé pour bien agir en ce temps-là. Le premier cours, j'ai passé rapidement, mais communication professionnelle et service à la clientèle, ben, je pense que le titre en soi dit bien, et je vous ai parlé de l'importance de la communication tantôt, donc on commence dès le départ avec tout ce qui entoure la communication professionnelle et naturellement dans un contexte de service aux clients. Vous voyez même que ce cours-là se termine un peu plus tard parce qu'il est un peu plus long. Introduction à l'industrie événementielle, un tour d'horizon. C'est très large, le monde événementiel. Donc, quels sont les différents secteurs? J'en mentionne un peu ici et là dans le cadre de la présentation de ce soir, mais là, vous allez les creuser davantage avec un enseignant, une enseignante spécialisée dans le domaine pour voir ben, c'est quoi les différents types d'événements, les différents secteurs du monde événementiel, les différents types d'employeurs aussi, la façon de travailler dans le monde événementiel. Donc, ça vous donne un bon tour d'horizon qui est très utile pour vous faire une bonne tête à savoir est-ce que mon idée de départ du monde événementiel correspond à la réalité? Et ce que je m'étais imaginé comme objectif pour travailler, est-ce que ce que je reçois comme information vient un peu ben, me conforter dans mes choix ou est-ce que j'apprends des nouvelles choses sur le monde événementiel et ça change un peu ma perspective par rapport à ce que je vais voir faire un peu plus tard. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on voit que ben, un événement, ça semble toujours être très plaisant, très festif, parce qu'on connaît souvent les événements auxquels on a participé en tant que participant. Mais il faut savoir, et ça, je vais paraphraser les enseignants qui me disent souvent, ben, le plaisir qu'on a lors d'un événement et lorsque l'événement a du succès puis qu'on voit qu'on a bien fait notre travail, bien, c'est 5 ça représente 5 du travail. 95 du travail est fait en amont, avant, pour justement préparer le tout. Donc, c'est un milieu qui est très euphorique, le monde événementiel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fait de dur labeur. Et du travail, des heures de travail, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour pouvoir monter des événements qui sont très plaisants, tout se roule bien. Plus l'événement roule bien et fonctionne bien, dites-vous que plus les gens ont mis des heures de travail préalablement pour s'assurer que tout allait baigner dans l'eau. Et un cours d'informatique, utilisation d'outils de gestion informatique. Donc, on révolutionne rien à ce niveau-là. Donc, être à l'aise avec le Word, avec Excel, avec PowerPoint. Donc, je dis ceux qu'on utilise parce que, naturellement, on a la suite Office au cégep. D'ailleurs, vous-même, en tant qu'étudiant, vous allez pouvoir justement télécharger à prix réduit la suite Office si vous ne l'avez pas déjà. Donc, ce sont les outils qu'on utilise le plus, mais on s'entend qu'en arrière de ça, ben, tout ce qui est production d'un document écrit, tout ce qui est production d'une présentation à faire et également d'un tableau, justement, calculateur, d'une grille de calcul Excel d'autres types pour des fins davantage de gestion d'inventaire, de gestion financière, par exemple, des listes de noms, des choses comme ça. Donc, les outils informatiques de base, on les voit, avec une petite pointe aussi vers, naturellement, les médias sociaux, qui sont une partie importante au niveau promotionnel. Donc, vous suivez ces 4 cours-là jusqu'au mois de novembre. Naturellement, vous allez vivre, pour ceux qui ont déjà vécu une session collégiale, donc vous savez qu'au début, c'est plutôt tranquille. Arrive la mi-session, donc pour nous, la mi-module, où là, il y a des premières évaluations, des premiers examens intra, et là, après ça, ben, on continue, on passe à cette première vague d'évaluation-là, et on se dirige vers la fin. Et il y a un phénomène de fin de session, de fin de module, où là, ben, les différents cours se terminent, donc les travaux finaux qui sont à remettre, en même temps que se préparer à des examens. Donc, nous, c'est sûr qu'on travaille, l'équipe d'enseignants, puis moi, comme coordonnateur, comme conseiller pédagogique, à s'assurer que, bon, ben, la dernière semaine du module 1, vous n'ayez pas 4 travaux finaux à remettre et 4 examens finaux à remettre en même temps. On voit essayer de disperser ça le plus possible pour qu'il n'y ait pas une grosse masse qui arrive. Mais veut pas. Un cours est un cours, donc il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Donc, c'est sûr qu'à la fin, il y a un peu plus d'évaluation. Ce qui fait en sorte que, quand je disais que c'est un programme temps plein de jours, ça me permet de cet élément-là, vous mentionnez que, ben, au-delà des heures que vous allez passer en classe avec les étudiants, il y a aussi des heures de lecture, d'études, de préparation de travaux d'équipe, de préparation de travaux individuels, d'études préalablement à un examen que vous allez devoir faire. Donc, quand on dit temps plein de jours, vous allez voir tantôt à l'horaire que grosso modo, ça représente quelque part entre 20 et 25 heures par semaine en présence en classe.
Vous allez me dire 20-25 heures, ce n'est pas tout à fait temps plein. Mais à ces heures-là en classe, il faut rajouter les heures d'études, de lecture que vous allez avoir à faire. Donc, pour faire un discours simple, dites-vous bien qu'un programme temps plein, c'est un emploi à temps plein. Donc, un emploi à temps plein va être normalement entre 35 et 40 heures semaine. Si vous comptez les heures que vous allez devoir mettre à l'étude, lecture, travaux d'équipe, aux heures que vous passez en classe, ça représente 35 à 40 heures semaine d'investissement. Et là, naturellement, à ça s'ajoute le déplacement, un peu comme pour un travail. On travaille 35-40 heures semaine, mais ça ne compte pas les heures dans le trafic, puis les déplacements qu'on doit faire. C'est un peu la même chose pour le programme. Donc, les heures de déplacement pour venir au cégep et tout s'ajoutent. Donc, pour ceux et celles qui ont besoin de travailler en même temps, bien, naturellement, il faut en prendre en considération. Et moi, dans mon rôle d'être pédagogique, je suis là aussi pour vous aider à y voir clair lorsqu'il y a des enjeux de gestion de temps entre le temps pour vos études et les besoins pour travailler. Je me permets ici une petite parenthèse pour vous dire que c'est un programme qui est reconnu par Service Québec, anciennement connu sous le nom d'Emploi Québec. Donc, et que, ben, en ce moment, Emploi Québec, Service Québec, je devrais applaudir, veut aider beaucoup de gens. Le taux de chômage est très bas, donc à ce moment-là, ben, ils ont des enveloppes pour aider des gens. Donc, moi, je pense que dépendamment de votre profil, ce serait bon pour ceux et celles qui ne l'auraient pas fait de contacter un agent de Service Québec pour voir si vous ne seriez pas admissible à un programme de soutien financier de leur part qui pourrait justement payer vos frais de scolarité, vos frais de déplacement, les frais d'achat de livres comme tels qui doivent être faits durant le cours de session et voire même avoir une subvention de type assurance-emploi pour justement toucher un certain salaire, je vais dire en parenthèse, justement, pendant que vous êtes aux études pour vous concentrer sur vos études. Donc, et ça, naturellement, bien, je ne suis pas un employé de Service Québec, donc je n'ai pas en tête tous les programmes qu'ils ont et les règles qu'ils sont à respecter pour s'y conformer. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, il y a une belle réceptivité de leur part parce que, ben, comme le taux de chômage est bas, il manque de personnes à aider. Donc, ils ont des enveloppes budgétaires qui ont de la misère à utiliser. Donc, naturellement, bien, comme c'est un engagement de 10 mois à temps plein de jours et que dans un monde idéal, vous n'auriez pas à travailler pendant cette période-là, peut-être que le financement de Service Québec pourrait être intéressant. Donc, je vous encourage tous et toutes que vous êtes de faire une démarche auprès de votre centre local d'emploi de votre région, de votre coin, pour demander un rendez-vous virtuel ou en présence avec un agent ou une agente et présenter votre projet de retour aux études et voir si vous pourriez profiter je dirais, d'un support financier. Je referme la parenthèse. On passe au module 2. Donc, on est rendu au début du mois de novembre, mais comme vous voyez, on va se rendre jusqu'à la fin du mois de janvier avec le module 2. Donc, la formation continue, ça se fait en continu, mais on arrête parfois. On arrête, entre autres, 2 semaines dans la période des fêtes de Noël et du Nouvel An. Donc, c'est pour ça que ce module-là est peut-être un peu plus long en termes de semaines, mais il faut comprendre qu'il y en a 2 au milieu où on va prendre un repos bien mérité. Alors, quels sont les cours de ce deuxième module-là? Un cours de processus de planification et d'organisation d'un événement. Donc, vous voyez que c'est un cours de 90 heures. Donc, c'est un des cours les plus longs. Tout le processus, justement, de planification et d'organisation, la recette, les différentes étapes qui s'appliquent différemment, naturellement, selon les événements et tout, mais il faut y connaître chacun de ces différentes étapes-là et de les vivre, entre autres, avec un événement, je dirais, fictif. À ce niveau-là, on est encore en apprentissage. Donc, on se prépare vers la fin du programme à aller organiser et préparer un événement réel. À ce moment-ci, on est au début, il y a encore des notions qu'on n'a pas encore vues. Donc, on se fait la main, on se fait les dents, si votre expression, avec justement un événement fictif sur lequel vous allez travailler les différentes constituantes du processus de planification et d'organisation. Parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle stage 1. C'est le fameux cours que je vous parlais tantôt de journée de stage. Donc, ici, vous n'êtes pas en stage individuellement au sein d'une entreprise. C'est plus le groupe qui va passer d'un milieu à l'autre. Ça se veut un peu un complément au cours d'introduction à l'industrie événementielle. Si dans le cours d'introduction à l'industrie événementielle, vous risquez d'aller faire des visites dans des milieux, c'est pour rencontrer des gens, vous faire expliquer comment ça fonctionne, le monde de l'événementiel et les différentes entités qui, justement, y gravitent. Alors que dans le cours de stage 1, qu'on dit journée de stage, bien là, vous allez vous déplacer vers des événements, mais pour jouer un rôle comme tel, un peu comme des bénévoles frais. Donc, vous allez peut-être faire de l'accueil à un événement, vous allez peut-être vous allez avoir eu votre cours de secouriste, donc peut-être vous allez agir en tant que secouriste pour un événement. Ça, c'est naturellement
À chaque année, les enseignants préparent le cours de façon différente. Donc, dépendamment de l'enseignant ou de l'enseignante, il y a une couleur différente, mais la ligne de base, c'est vous mettre en contact le plus possible avec l'arrière-scène du monde événementiel. Donc, puis on en fait des retours en classe par dessus pour voir qu'est-ce qu'on a à retirer de ces différentes expériences-là. Et un cours également sur les tendances et les types de clientèle. Donc, un peu plus théorique comme cours, quoique c'est toujours dirigé vers la pratique, mais pour bien connaître quelles sont les tendances au Québec en matière événementielle, quels sont les types de clientèle qu'on doit desservir. Et comme vous le savez, probablement, bien, les clientèles tendent à se diversifier de plus en plus. Disons qu'il y a des événements qui sont très bien structurés. Une journée de la famille, par exemple. Bon, ben, on vise les familles, mais la famille de 2022-2023 est différente de la famille de 1980-1990. Donc, il faut connaître justement ces tendances-là, je dirais, plutôt sociologiques qu'on vit au Québec pour avoir une bonne tête au niveau de, bon, ben, quel type d'événement ou d'activité dans mon événement va répondre et va attirer la clientèle qu'on souhaite attirer par l'événement qu'on organise. Et donc, à la fin janvier, bien, se termine ce module-ci pour débuter le module 3, qu'on appelle un peu entre nous le module des ressources, parce qu'après, vous êtes fait les dents sur un processus de planification. C'est là qu'on va aller voir bien, de façon plus approfondie les différentes étapes et les différents, je dirais, secteurs qu'on doit avoir à l'œil lorsqu'on organise un événement. Donc, la promotion, les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles. Donc, des cours qui ont portée similaire, donc 45 ou 60 heures, et qui vous permettent de voir chacune de ces sphères-là du monde événementiel. Et comme je vous disais d'emblée, bien, vous ne serez pas comptable en terminant le cours de ressources financières, mais vous allez comprendre comment se bâtit un budget d'un événement, comment ça se modifie, comment ça se gère. Et comment justement en parler lors d'une réunion d'équipe pour justement en tenir compte. Même chose au niveau des ressources humaines. Vous ne serez pas CRH, mais vous allez savoir ben, comment justement afficher un poste, comment passer des entrevues, comment s'occuper de bénévoles, comment s'occuper d'employés, plus ou moins, parce que dans un rôle de coordinateur, la plupart du temps, vous n'êtes pas l'employeur, à moins que ce soit votre propre entreprise. Mais vous avez des collaborateurs à gérer, donc communication, et souvent, eh bien oui, des équipes de bénévoles qui viennent aider. Pour les ressources matérielles, ben, comment faire une soumission, quel type de matériel utiliser. Naturellement, il y a une formation qui existe, par exemple, en gréage de scène. On ne va pas jusque-là. Vous n'allez pas être des techniciens, techniciennes spécialisés pour monter une scène, mais vous allez tout savoir ce que ça prend pour y arriver et à qui vous référez pour faire le travail. Donc, il y a une portion de ça. Quand on est en rôle de coordination, on fait du travail, mais il faut être apte aussi à faire du travail et donc à faire des bons liens entre les différents spécialistes qui travaillent avec nous. Au terme du troisième module, on est au début du mois d'avril. On attaque le quatrième module qui est un peu spécial, qui est le dernier. Vous avez 2 cours, mais 2 cours qui ne se feront pas en simultané, qui vont se faire un après l'autre. Donc, le premier cours, c'est le cours de processus de réalisation d'un événement. Donc, si au module 2, on a eu un processus de planification et d'organisation, ici, c'est vraiment le processus de réalisation. Donc, ce qu'on a vu dans le cours du module 2, ce qu'on a creusé davantage dans tous les cours du module 3, on met tout ça ensemble et la cohorte étudiante, en lien avec le ou l'enseignante qui est responsable de ce cours-là, va réfléchir à un événement et monter de toutes pièces un événement. Vous allez voir tantôt, j'ai quelques exemples des cohortes passées à vous démontrer. Et vous partez de rien. Là. Il y a zéro en banque, il y a rien. Et là, vous choisissez selon la couleur de votre groupe étudiant avec des discussions. Je ne vous cacherai pas que souvent les discussions débutent dans les cours du module 3, si ce n'est même dans le cours du module 2, lorsqu'on voit, on commence à avancer des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que votre groupe étudiant va davantage être à portée sportive, à portée musicale, artistique, à portée familiale ou autre? Ça se discute et naturellement, bien, c'est l'enseignant ou l'enseignante qui a le dernier mot à la fin pour dire, bon, ben, idéalement en consensus avec le groupe étudiant, mais vous comprendrez que le prof, lui, doit s'assurer que l'événement est réalisable dans le temps et avec les sous qu'on va pouvoir ramasser. Donc, c'est sûr qu'un événement qui coûterait 20 000 ben, à moins qu'il y ait de généreux donateurs dans vos membres de vos familles, c'est rare qu'on ait le temps d'accumuler cette somme-là, parce que si vous remarquez bien, on dit que le cours débute le 3 avril et prend fin le 12 mai. Donc, c'est 6 ou 7 semaines au mieux que vous avez pour faire un événement. Donc,
L'important dans ce cours-là n'est pas l'événement, est-ce que l'événement va être grandiose ou avoir un succès incroyable, mais beaucoup plus dans la qualité de son organisation. Donc, on ne mesure pas le succès de l'événement au nombre de billets vendus et au nombre de gens qui y auront assisté, mais bien dans la qualité de l'organisation et tout qui, justement, que vous allez pouvoir démontrer, mettre sur pied. Et on termine avec le stage, naturellement. Donc, il y a une période de préparation. Pendant que vous faites votre processus de réalisation d'événements, il y a des rencontres régulières avec un enseignant, une enseignante qui est responsable de vous accompagner pour préparer votre stage. Donc, qui vous pouvez communiquer, vers où vous voulez aller chercher, est-ce qu'ils ont des contacts à faire jouer auprès de vous pour que vous puissiez trouver un milieu de stage qui correspond à vos aspirations sur le marché du travail. Donc, ça se fait au préalable. Et à partir justement de la mi-mai, une fois que l'événement que vous allez avoir réalisé est complété et est réalisé, ben, débute la période de stage. C'est un stage de 120 heures. Avec la période de préparation, c'est 105 heures que vous devez passer en milieu de stage. Et naturellement, bien, votre milieu de stage, vous en faites la recherche avec l'aide des enseignants, de leurs contacts. Vous revenez avec une offre de stage qui va être approuvée par une enseignante responsable. Et à ce moment-là, ben, dès que vous pouvez débuter, ben, votre stage débute. Une fois que vous êtes en stage, c'est le stage final. Donc, ce n'est pas un stage où vous êtes accompagné par quelqu'un de l'équipe du cégep. C'est un enseignant, une enseignante qui va être responsable de la supervision de votre stage, qui va venir faire une ou deux visites en cours de stage pour vous voir à l'œuvre. Et naturellement, des communications téléphoniques, Zoom, Teams ou virtuelles dans le fond, Messenger, autres, pour garder le pouls avec vous tout au long de votre durée de stage. Donc, je viens de passer à travers vous l'ensemble du programme. Est-ce qu'à ce point-ci, vous avez des questions sur la grille de cours en particulier? Ou tout était bien clair. Quelques temps pour soi, lever les mains, prendre la parole ou écrire. Tout va bien? Donc, je poursuis. Je vous montre des photos de nos premières cohortes. Donc, vous allez être notre 10e cohorte de ce programme-là. Donc, on n'en est pas à nos premières armes. Si je vous donne un peu, donc, vous voyez que les photos, bon, ben, les photos vont avec justement la couleur des différentes cohortes. Donc, première cohorte organisée, un 5 à 7, une activité 5 à 7 pour des employés du cégep. Notre deuxième cohorte a organisé une soirée bavaroise au profit de la fondation du cégep. La troisième cohorte s'est associée avec la Ville de Saint-Jérôme pour organiser une journée de la famille, pour collaborer justement, participer et organiser la journée de la famille annuelle lors de cette année-là. Notre quatrième cohorte ici avait organisé, attendez que je me souvienne, si je ne me trompe pas, la quatrième cohorte, c'était une soirée, c'était une journée d'activité de type kermesse. Avec des activités d'habilité, des défis sportifs et tout. Donc, ça se voulait familial et très festif. Notre 5e cohorte a organisé une soirée nostalgie musicale des années 90. Donc, avec, à ce moment-là, avec artistes, musiciens là, qui ont fait des chansons, des covers, si vous me passez l'expression. Notre 6e cohorte a organisé une dégustation vin et fromage. Notre 7e cohorte a organisé une journée, une soirée d'humour. Notre 8e cohorte, c'est une cohorte qui a été frappée par la pandémie, c'est-à-dire qu'en plein cœur du programme, il a fallu passer à distance. On ne pouvait plus se réunir au cégep. Donc, ça a été tout un défi de se retourner. Et naturellement, bien, ils ont terminé, eux, leur programme en juin 2020. Alors, juin 2020, c'était vraiment les premières vagues. C'était dans le pire, on ne pouvait pas passer d'une région à une autre. On avait nos codes de couleur. Donc, ça fait déjà un certain temps, mais ça rappelle des souvenirs à certains, je suis sûr, de savoir si sa région était jaune ou rouge ou bref. Donc, bref, on n'a pas pu faire d'événements avec eux. On s'est tourné vers des événements individuels. Donc, il a fallu trouver une solution pour leur permettre de terminer leur programme. Et là, bien, je remarque que mon document n'a pas tout à fait été mis à jour. On a une 9e cohorte qui s'est faite pendant la pandémie. Et eux, naturellement, bien, ils ont pu, donc, c'est des cours qui ont été suivis moitié à distance, un peu en classe. Leur événement a été un événement virtuel, donc ça a été des prestations musicales virtuelles qui ont pu organiser. Donc, vous voyez au terme du parcours de ces premières cohortes-là, la diversité des événements qui ont été organisés. Donc, ça représente la diversité d'événements et en même, il y en a bien plus à organiser dans le monde réel là, de l'événementiel, mais ça vous démontre que ben, à chaque cohorte, les enseignants sont à l'écoute pour voir bon, ben, quel type d'événement va motiver davantage les troupes,
et répondre naturellement aux besoins de formation, d'apprentissage qu'on veut rencontrer avec vous. Maintenant, je vous présente un exemple type d'horaire hebdomadaire de notre programme. Donc, vous voyez que c'est du lundi au vendredi. C'est très petit ici, mais ce sont les heures des différents cours. Donc, ça commence à 8 heures le matin et ça se termine à 18 heures. Donc, vous voyez que des cours à 18 heures, bon, ben, il y en a un ici. Et ici, ça se termine à 5 heures. On tend à les minimiser. Et si on a l'option, on les met plus tôt. Si on doit les mettre à cette heure-là, c'est parfois que les locaux, malheureusement, ne sont pas disponibles. Donc, naturellement, on est avec l'ensemble du sujet dans l'utilisation de nos locaux. Donc, il faut s'y plier. Parfois, il y a les disponibilités des enseignants aussi qui nous obligent à mettre des cours à certains moments. Donc, vous voyez, donc, vous avez des cours pour chacun des profs. Naturellement, bon, on parle des 2 premières semaines de cours. Là, naturellement, l'horaire est appelé à changer. Là, ce n'est que fictif. Là. Mais ce qui n'est pas fictif, c'est qu'on débute par une rencontre d'accueil. Donc, la première avant-midi est vraiment une rencontre où on accueille tout le monde, on apprend à se connaître et on vous donne de l'information importante pour la suite. Mais dès l'après-midi, on commence les cours. Au début de chaque cours, les enseignants vous présentent leur plan de cours. Où là, à ce moment-là, vous allez voir le calendrier des cours, qu'est-ce qui se fait, à quel moment se font les remises de travaux, les évaluations, toutes des dates importantes que vous allez pouvoir noter dans votre calendrier pour naturellement s'assurer que vous allez pouvoir gérer vos études et les travaux que vous avez à faire. Vous remarquez qu'il y a des périodes qui sont appelées travaux pratiques. On essaie le plus possible d'en avoir 2 par semaine. Donc, grosso modo, on essaie de vous libérer 2 demi-journées par semaine pour que vous puissiez faire vos travaux. Bon, naturellement, quand on dit travaux pratiques, ça veut dire travailler, faire vos lectures, travailler des exercices que les profs vont avoir donnés, des travaux de mi-session, de mi-module, de fin de module que vous allez avoir à mettre, des travaux d'équipe. Vous n'êtes pas obligé de les faire à ce moment-là. Donc, mais on marque ça dans l'horaire quand même pour vous rappeler que ce n'est pas nécessairement des demi-journées de congé. Il y a quelque chose à faire, vous avez des choses à faire. Si vous choisissez de les faire en soirée ou de fin de semaine plutôt, libre à vous, il n'y a pas de problème. Et pour nous, c'est important de mentionner que quand il n'y a pas de cours, il y a autre chose à faire. Et naturellement, comme vous le voyez ici, il y a parfois justement des cas où, par exemple ici, là, vous voyez que c'était supposé être un cours, utilisation des outils informatiques. On l'a barré pour le reporter. On en a fait une période de travaux pratiques, alors que le jeudi suivant, c'était supposé être une période de travaux pratiques et on l'a utilisé pour replacer un cours parce que soit que l'enseignant était malade, ou soit que le local n'était plus disponible, ou qu'il y a eu un enjeu quelconque. Donc, les périodes de travaux pratiques sont importantes parce que c'est là aussi qu'on va replacer des cours qu'on doit reprendre. C'est une particularité de la formation continue. Toutes les heures qui font partie du programme doivent vous être données. Donc, si un enseignant est malade et ne peut donner son cours, nous allons devoir replacer le cours à la grille horaire. Vous ne manquez pas d'heures d'enseignement. Dans les DEC, c'est différent. Si un prof manque, on fait avec et on termine avec 14 cours plutôt que 15. À la formation continue, comme le nombre d'heures est beaucoup plus restreint, on veut s'assurer que toutes les heures ont été données. Et donc, les périodes de travaux pratiques peuvent servir à ça. Je le mentionne parce que souvent, les personnes qui doivent travailler vont peut-être donner des disponibilités à leur employeur pendant ces périodes de travaux pratiques-là. Et malheureusement, parfois, ça fait en sorte que s'il y a un changement dans l'horaire, ça les met en position de double engagement, soit envers un cours et avec un employeur. S'ils ne peuvent pas dire à leur employeur qu'ils ne pourront pas être là, ça fait manquer un cours. Bon, ce n'est pas dramatique à la fin. Lorsque vous manquez un cours, que ce soit par maladie ou par enjeu d'horaire quelconque, il y a toujours moyen de vous reprendre avec vos collègues de classe, de leur demander leurs notes de cours, qu'est-ce qui s'est discuté, de regarder les documents que l'enseignant ou l'enseignante aura déposés dans justement l'intranet justement du cégep qu'on appelle Omnivox. Mais si c'est un examen, cependant, qui a lieu cette journée-là, là, il faut savoir que malheureusement, le fait de travailler, d'avoir des heures de travail n'est pas une justification pour qu'on reporte un examen. Si vous êtes malade, si vous avez une comparution à la cour, vous avez un enjeu par rapport à une journée d'examen, une urgence familiale, là, on peut être compréhensif avec une pièce justificative puis vous permettre de reprendre l'examen. Mais si c'est pour du travail, malheureusement, les règles collégiales ne permettent pas de reprendre l'examen. Donc, c'est une information qui est importante à avoir. Sinon, par rapport à l'horaire, on vous donne votre horaire au début de chacun des modules.
idéalement 2 semaines avant le début du module. Donc, l'horaire du premier module devrait vous arriver vers la mi-août à peu près. Et à ce moment-là, ça vous permet d'avoir votre horaire complet pour l'ensemble des 10 à 12 semaines selon la durée du module. Naturellement, il y a des changements en cours de route qui peuvent arriver. On tend à les minimiser, à ne pas faire beaucoup de changements. Mais s'il y avait des enjeux quelconques, ben, on les fait à ce moment-là au mieux, toujours dans le respect de l'horaire de jour comme tel. Donc, vous n'aurez pas de cours de soir, de fin de semaine. Ça n'arrivera pas. Si on a à reprendre des heures, ce sera toujours du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures au moment où on a identifié les périodes de travaux pratiques. Toujours pas de questions, je poursuis. Les conditions d'admission. Donc, jusqu'à présent, là, je vous ai présenté c'était quoi le monde événementiel qui vous attendait, les perspectives professionnelles, également ce qu'on voit dans le cadre du programme, comment le cheminement que vous faites à travers les différents cours, l'horaire. Maintenant, pour être admis au programme, c'est un programme qu'on dit une formation initiale. Donc, ce n'est pas une spécialisation. Vous allez devenir des spécialistes événementiels avec cette formation-là, mais ça ne prend pas une formation préalable particulièrement pour notre programme collégial. Donc, état initial, ce que ça veut dire, c'est que ça vous prend ni plus ni moins que votre secondaire 5 pour pouvoir être admissible. Si vous n'avez pas votre diplôme d'études secondaire 5, vous pouvez avoir une attestation d'équivalence au niveau secondaire. Vous pouvez avoir un DEP aussi. Si vous avez un DEP sans avoir de DES, à noter que les cours de français de 5e, les unités de français de 5e secondaire vont être vérifiées. Donc, pour que le niveau de français soit adéquat pour une entrée au cégep. Naturellement, il peut y avoir des cas d'exception. Donc, par exemple, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, mais que vous avez une évaluation comparative du midi, bon, le midi, on va falloir qu'on change. C'est le MIFI maintenant, c'est le nom du ministère. C'est le ministère de l'Immigration qui peut vous émettre une évaluation comparative, ou le SRAM, le service régional d'admission de Montréal, qui peuvent le faire. Donc, si vous avez une évaluation comparative de vos études hors Canada ou hors Québec, d'une de ces deux instances, vous allez pouvoir être admissible. Si vous avez également des unités collégiales d'accumuler, vous avez déjà fait l'université, donc tous les éléments qui vont vous permettre d'être admissible au programme. Autre chose qui est importante, cependant, c'est d'avoir interrompu vos études. Les programmes d'attestation d'études collégiales ne sont pas faits pour les étudiants qui terminent leur secondaire 5 et qui cheminent de façon normale là, dans le parcours académique vers le collège. Il faut qu'il y ait une interruption, soit pendant le secondaire, si vous êtes en train de vous avez arrêté d'étudier et là, vous êtes en train de compléter votre secondaire 5 et vous allez terminer votre secondaire 5 juste à temps pour notre programme. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y aura eu interruption des études pendant votre secondaire. Si vous avez décroché puis là, vous raccrochez, il n'y a aucun problème. Vous êtes admissible aux AEC. Bref, en fait, ce qu'on vise à limiter, c'est les plus jeunes qui, en terminant leur secondaire 5 à 16-17 ans, doivent, eux, s'inscrire à un DEC et non pas une attestation d'études collégiales parce qu'au niveau des DEC, il y a beaucoup de cours qui sont encore de formation générale, comme la philosophie, le français, l'anglais, l'éducation physique, que les étudiants qui sortent du secondaire doivent suivre, alors que vous, quand on traite plus de la population adulte, bien naturellement, on ne s'oblige pas à faire ou à faire ces cours-là comme tel. Quoique vous pourrez trouver ça intéressant, mais bref, il n'y a pas de cours de français, de philo, d'éducation physique ou d'anglais dans notre AEC en coordination d'événements. Ça va bien. Les coûts, je vous en ai parlé depuis tantôt. Donc, voici de façon précise combien ça peut vous coûter participer à notre programme. Donc, les droits d'admission, et ça, ce n'est pas au cégep que vous allez payer ça, mais bien au SRAM. Je vais vous en parler, je vais vous montrer tantôt comment faire. Donc, ce sont les frais pour faire votre demande d'admission. Les frais de scolarité, 185 $ par session. Et si vous me permettez de remonter à ma cohorte ici, vous avez peut-être remarqué que chaque module est associé à une session. Donc, le module 1 est associé à la session d'automne 2022. Même chose pour le module 2. Les modules 3 et 4 sont associés à la session d'hiver. Donc, 2 sessions, ce qui signifie pour vous 2 fois 185 $ à payer. Et ça, quand vous ouvrez votre compte Omnivox, ce sont des frais qui sont facturés sur votre compte Omnivox, que vous pouvez payer en présence au cégep ou par voie de carte de crédit en ligne.
ou en argent comptant au cégep aussi si vous le souhaitez. Certification de premiers soins, il y a des frais de 130 pour la fameuse formation par la firme Sirius, comme telle, la carte de compétences que ça vous donne. Le nom officiel, c'est secourisme en région éloignée. Donc, on vous montre non seulement, donc c'est un peu le secourisme en milieu de travail, mais avec une coche de plus pour pouvoir traiter des situations lorsque on sait que ça va prendre du temps pour les services d'urgence d'arriver. Vous faites une foire agricole dans le fin fond d'un rang, ça peut prendre un certain temps avant que l'ambulance arrive. Donc, il faut que vous soyez connaissants et connaissantes des bonnes pratiques pour maintenir justement une situation sécuritaire ou quelqu'un qui est blessé pendant une plus longue période de temps. Donc, ça, il y a un frais pour ça. Les frais de volume divers, c'est de sortie. Donc, on parle de déplacement, parfois en transport en commun, parce qu'on prend le métro si on va à Montréal, ou des stationnements si vous y allez avec votre voiture. Des frais de livres achetés, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns quand même importants. Donc, on parle de 400 en moyenne. Des activités diverses, des formations diverses, une cinquantaine de dollars. Tous ces montants-là, naturellement, sont approximatifs. Avant le début de chaque module, vous recevez une liste des achats à faire pour justement débuter les cours. Donc, s'il y a des livres à acheter en particulier, vous allez le savoir à ce moment-là. Et s'il y a des activités qui vont coûter des sous, bien ça, c'est dans les plans de cours que les profs vous présentent au début de chacun des cours que vous allez voir quels sont les montants. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous y préparer. Donc, un 1 000 en comptant les taxes, c'est à peu près ce que ça va vous coûter. Donc, moi, je dis toujours, bon, ben, c'est ça, autour de 1000, 1100, dépendamment des années, des choix des enseignants. Ça tourne, ça gravite pas tant que ça. Donc, c'est un peu ça que ça coûte. Donc, si vous comparez naturellement des formations événementielles de cégep privé, par exemple, et tout, ben, vous allez avoir une très grande différence naturellement au niveau des coûts, étant donné qu'on est un cégep public et qu'on reçoit des fonds du ministère de l'Éducation supérieure. Parfait. Peut-être bonne chose à savoir aussi, oui, vos demandes d'admission se font par le SRAM, donc c'est informatisé. C'est très facile, dans le fond. Vous voyez que le premier tour débute demain, se termine au 17 juin, mais ça ne veut pas dire au 17 juin qu'on arrête les inscriptions. Tant qu'il y aura de la place, on peut les prendre. Moi, je peux prendre jusqu'à une trentaine d'étudiants dans la cohorte, il n'y a pas de problème. Ça m'en prend une vingtaine pour pouvoir débuter la cohorte. Donc, on vise entre 20 et 30 pour avoir une cohorte fiable. Et c'est moi qui vais recevoir toutes vos demandes d'admission. Donc, les demandes d'admission sont traitées par un humain. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je vous dis, c'est que au-delà de ce que vous allez entrer comme information dans les différentes cases où ça va vous diriger par rapport sur le site du SRAM, vous allez avoir l'option de jumeler ou de déposer des documents aussi avec votre demande d'admission. Donc, n'hésitez pas si vous n'êtes pas sûr, est-ce que je vais être admissible, vous avez des diplômes que vous avez faits à l'extérieur du pays ou au privé comme tel, n'hésitez pas à me mettre tout document que vous pouvez juger pertinent, y compris votre CV, au besoin si vous le souhaitez. Moi, à ce moment-là, je peux faire un regard d'ensemble de tout et pouvoir vous confirmer rapidement votre admission. Ou s'il y a quelque chose qui cloche avec votre demande d'admission, je vous contacte directement, personnellement, pour justement vous mentionner ce qu'il y en est et qu'est-ce qui peut être fait pour vous rendre admissible au programme. Des fois, c'est juste un document qui manque. Des fois, c'est plus. Donc, il faut voir à ce moment-là avec vous ce qu'il y en est. Les autres dates importantes, donc, vous allez avoir avant la fin du mois de juin une réponse par courriel pour ceux qui auront fait une demande d'admission avant le 17 juin. Et bien, par la suite, entre le 18 juin et, on dit le 26 août, jusqu'à la veille du début des cours, les cours débutent le 29, on est toujours ouvert à admettre des étudiants pourtant qu'il nous reste de la place. Donc, on voit que c'est premier arrivé, premier servi. Oh, désolé, je vais me petite coquille ici à servi. Une petite faute. Réponse par courriel avant le dépôt, début de la formation le 29 août. Donc, le processus est bien simple. Vous allez sur le site. N'essayez pas ça ce soir parce que vous ne verrez pas le programme encore. Ce soir, peut-être passé minuit et on sera rendu le 25. Et je pense que le SRAM fonctionne vraiment avec les dates vraiment au niveau de l'horloge. Donc, à minuit, ça change. Donc, vous allez sur le site du SRAM. Vous allez du côté de la formation continue. Vous cliquez sur « Soumettre une demande d'admission » et vous choisissez l'option candidat à la formation continue. Et lorsque vous allez pour la formation continue, ça va vous demander d'identifier le cégep. Vous allez identifier le cégep de Saint-Jérôme et le programme. Et là, à ce moment-là, bien, le programme d'AEC en coordination d'événements va apparaître. Vous cliquez là-dessus et par la suite, vous allez juste suivre les indications du site pour pouvoir déposer les documents que vous voudriez déposer avec votre demande d'admission. Donc, vous voyez que certains documents qui vont être requis, certificat de naissance,
Curriculum vitae, ce n'est pas une obligation, ça aide, mais ce n'est pas une obligation. Et naturellement, le paiement de 30 Tant que vous ne faites pas le paiement de 30 je ne reçois pas votre demande d'admission. Et donc, parfois, il y a des gens, malheureusement, qui, ayant omis de payer, se sont réveillés trop tard et toutes les places avaient été comblées. Donc, pour pas que ça vous arrive, assurez-vous justement d'avoir reçu la confirmation aussi par courriel du SRAM comme quoi vous avez payé. Tout se fait en ligne, mais sur le site, vous avez des numéros de téléphone aussi. Donc, si vous avez des problématiques au niveau de votre demande d'admission, vous pouvez appeler directement les gens du SRAM qui sont spécialisés et qui sont habitués à répondre à ce type de questions-là et qui pourront vous guider et vous aider. C'est bien clair pour les demandes d'admission? On arrive à la période de questions, donc vous avez été très sage. Tant mieux si mes indications étaient claires et fluides, mais je ne peux pas présumer que vous n'avez pas de questions. Donc, fort de ce que je viens de vous présenter comme information, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des précisions à demander par rapport à notre programme en coordination d'événements? La parole est à vous. Aucune question, ça serait mon record de clarté à ce moment-là. Là, tout est bien beau. À ce moment-là, je vais vous lancer un petit défi fort des informations que j'ai partagées avec vous et avec votre petite main levée. Pouvez-vous lever la main, ceux et celles qui pensent bien faire une demande d'admission à notre programme? Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent, donc peut-être que vous ne trouvez pas la main levée ou sinon, bien, c'est pas conclu encore. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour répondre à certaines questions dans le chat. Est-ce que le programme est disponible à chaque année? Officiellement, oui. On offre le programme à chaque année à compter de la fin du mois d'août. L'année passée, on ne l'a pas offert parce que la pandémie nous avait fait trop mal. On n'a pas eu assez de demandes d'inscription. Donc, la seule chose qui ferait en sorte qu'on ne lance pas un programme, c'est si on n'a pas suffisamment d'inscriptions. Comme j'ai mentionné, ça nous prend une vingtaine d'étudiants, 20, on va dire le chiffre précis, pour pouvoir être viable et démarrer la cohorte. Donc, c'est sûr que pour les gens qui s'inscrivent et on voit qu'on n'atteint pas le nombre, on avise d'avance. Mais si le nombre de participants est là, on a un programme qui débute à chaque fin du mois d'août. Prochaine question. Combien d'étudiants inscrits ça prend pour lancer le programme? Je viens d'y répondre. Et quel est le ratio de travail de bureau versus travail sur le terrain pour la profession de technicien d'événements en général? Est-ce qu'on passe plus de temps sur notre ordi versus le reste? Ça, je vous dirais que c'est une bonne question à poser aux enseignants en cours de route, mais pour les connaître, je vous dirais que leur réponse serait ça dépend. Quand on est en préparatif, il y a beaucoup de temps qui se passe à l'ordinateur parce que oui, on prépare les choses. Maintenant, il y a beaucoup de temps qui se passe aussi au téléphone. Et là, bien, vous comprendrez que le téléphone versus l'ordinateur, avec les notions de télétravail, tout ça a beaucoup changé au cours des dernières années. Avant, on aurait dit c'est beaucoup de travail téléphonique, faire des contacts, préparer des soumissions, préparer le matériel, tout organiser, faire des réunions de travail aussi. Donc, il y a un côté dynamique qui n'est pas strictement du travail clérical à l'ordinateur. Bien entendu, le télétravail prend de la place aussi. Ça permet de collaborer de façon plus rapide avec différents collaborateurs qui se fait, par exemple, aux quatre coins du Québec. Ça fait en sorte que dans le temps de préparation, oui, il y a plus de temps travaillé à l'ordinateur, mais souvent en communication avec des gens par le biais de l'ordinateur, soit avec Teams, soit avec Zoom, soit par courriel. Donc, oui. Mais naturellement, bien, à partir du moment qu'on arrive à un certain niveau, lorsque le lieu de l'événement est choisi, bien là, il y a beaucoup de déplacements sur les lieux de l'événement pour s'assurer que tout va être bien monté, s'assurer que ce qu'on a commandé cadre bien avec la dimension, par exemple, de l'endroit, des visites de suivi s'il y a de l'installation à faire. Donc, c'est sûr que plus l'événement approche, plus le temps de terrain tend à augmenter. Donc, j'espère avoir bien répondu à votre question. Je vais faire une demande d'admission. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous la voyez, la main levée? Est-ce que vous avez accès à une petite main pour demander la parole quand vous êtes sur participant? Je ne cacherai pas que je suis plus habitué avec Teams qu'avec Zoom. Avec Teams, c'est bien simple, on la voit, mais là, je la vois moins comme telle. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne trouvaient pas la main.
Donc, si vous y allez par le chat à ce moment-là. Écoutez, je demeure disponible s'il y a des questions. Si vous le voulez bien, cependant, avant de poursuivre avec vos questions, je vais mettre un terme à l'enregistrement pour pas que l'enregistrement soit trop long pour les personnes qui vont l'écouter au lien web. Donc, je vous remercie dans un premier temps pour mettre fin à l'enregistrement, mais je continue par vous par la suite.